Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Formidable. Alors je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde qui a la particularité d'être co-organisée entre donc, le HESS, grand organisateur de ce festival, et la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Je me présente, je m'appelle Mehdi Arfaoui, je suis sociologue au sein du laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, donc justement, et chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS. Et surtout, aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde et de faire circuler la parole entre nos merveilleux intervenants. Alors ces derniers temps, on a pu assister à une myriade de phénomènes qui, lorsqu'on regarde un petit peu de loin, n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun. Je pense par exemple aux campagnes de désinformation qui ont été attribuées au gouvernement russe afin de déstabiliser notamment l'organisation des Jeux Olympiques, ou plus généralement pour fracturer notre société ou contribuer à fracturer notre société, avec notamment l'affaire des étoiles de David qui avait été taguée dans les rues de Paris, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Deuxième chose, je pense au blocage des réseaux sociaux par le gouvernement français lui-même, suite aux événements en Nouvelle-Calédonie par exemple, ou au mouvement Justice pour Naël, dont vous avez, j'imagine, également entendu parler. Troisième fait majeur, l'utilisation abusive de données personnelles, personnelles de citoyens par des ministres français ou par des partis politiques français pour mener campagne avec ces données, donc détourner des données de citoyens français pour les mobiliser à des fins de campagne, ce qui est évidemment illégal, et on reviendra là-dessus notamment avec l'intervention de la CNIL. Alors, à y regarder de plus près, ces récents événements ont néanmoins des choses en commun, au moins un point commun. Il montre à quel point l'information, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de production de l'information, ou en l'occurrence de production de désinformation, qu'il s'agisse de messages et de vidéos qui vont circuler sur les réseaux sociaux, qui sont également une forme d'information, ou de données personnelles des citoyens, qui sont ici aussi une autre forme d'information. Quels que soient les types d'informations, ces éléments sont devenus une forme, un enjeu de pouvoir, mettant en jeu directement nos démocraties et nos libertés. Alors, depuis quelques décennies, s'est imposée une question en France, mais je pense dans le reste du monde. Comment est-ce qu'on régule cette circulation de l'information, encore une fois sous toutes ses formes, pour protéger notre démocratie, et surtout comment est-ce qu'on le fait sans entraver en retour nos libertés? Et on va voir que cette tension entre régulation et finalement protection de la démocratie, ça ne va pas de soi, c'est très complexe. Et pour résoudre et répondre à cette question extrêmement complexe, j'ai le plaisir d'accueillir trois experts au prisme complémentaire, disons. Le prisme donc de la protection des données personnelles, avec Martin Bierry tout à gauche, qui est chargé d'études au laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, donc comme moi, donc il y a une petite surreprésentation de la CNIL à cette table dû au fait qu'on co-organise, donc on a préempté deux places à cette table. Également le prisme des ingérences étrangères avec Claire Benoît, qui est chef du bureau coordination et stratégie de Viginum, et elle nous expliquera ce qu'est Viginum, cette antenne. Et enfin, le prisme du droit et de la gouvernance des réseaux sociaux avec donc Valère Enzior, qui est professeur de droit public à l'Université de Bretagne occidentale. Bonjour à vous trois et un grand merci pour votre présence, puisque grâce à vous trois, on va voir que de la protection des libertés et de la démocratie au contrôle abusif de l'information, il y a en réalité une frontière qui est très ténue. Et donc le droit, le cadre juridique en général, devient un appui pour nos différentes institutions, justement pour s'assurer que la régulation de l'information, la régulation de la circulation de l'information, ne provoque pas en retour, et paradoxalement elle-même, une censure ou des atteintes à la démocratie. Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui pendant cette petite heure et demie. Alors peut-être que pour commencer, vous trois pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre façon d'aborder cette question de la régulation de l'information, au prisme à la fois de vos
position et peut-être au prisme des institutions dans lesquelles vous travaillez. J'ai envie de commencer par toi, Martin, une institution qui s'appelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On s'attend à ce que les enjeux liés à l'information et à la démocratie soient clairement identifiés par les personnes qui travaillent donc à la CNIL. Comment est-ce que la CNIL se saisit de ces enjeux? Comment d'ailleurs la CNIL a fait naître son action? Comment la CNIL elle-même est née? Et j'ai envie d'aller plus loin en disant qu'aujourd'hui on connaît la CNIL sous l'angle des sanctions qu'elle va décider à propos de Google, de Meta et autres entreprises privées et autres GAFAM. Mais est-ce qu'il y a des cas un petit peu paradigmatiques de moments où la CNIL a eu une action en lien justement avec cet enjeu de protection de la démocratie vis-à-vis de l'information? Ça fait beaucoup de questions, tu choisis ce que tu veux. Bonjour. Oui, je vais essayer en prenant par le début. Peut-être c'est peut-être plus intéressant, enfin, pour répondre à cette question de l'enjeu démocratique, de resituer en fait la CNIL dans son histoire. Et donc on va revenir très rapidement, je vous rassure. Mais du coup, dans les années 70, l'idée c'est vraiment de comprendre comment est née la CNIL, à la fois quels étaient les enjeux, pourquoi, etc., etc. Et je trouve que c'est assez éclairant de comprendre voilà, comment elle est née et avec quelle valeur, entre guillemets. Donc on est en 1974, et un projet gouvernemental qui s'appelle le projet Safari, qui est un projet d'interconnexion de différents fichiers administratifs de différents ministères, je crois que c'est une dizaine de mémoires, afin de mieux connaître ou de mieux comprendre les Français. Et ce projet, il va être mis en visibilité par le grand public par voie de presse. C'est un article du Monde qui s'appelle « La chasse aux Français ». Donc, on sent bien le côté un peu scandaleux de l'histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si le festival a fait exprès dans sa gazette de ce que doivent savoir les Français. Je crois que c'est ça le titre de notre intervention. Et donc ça fait scandale, et il faut remettre tout ça dans les enjeux de l'époque. Donc on est dans les années 70, on est au moment de l'informatisation des fichiers, donc il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. On s'interroge un petit peu sur ce que ça doit être, et surtout on est aussi 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc on va dire ces enjeux de fichage des citoyens, on va dire qu'il a une saveur particulière et on s'y intéresse de très près, entre guillemets. Le projet, enfin, il y a ce scandale qui émerge, beaucoup de discussions, le projet est annulé et le gouvernement lance du coup une commission qui va devoir réfléchir à quel cadre on voudrait, quel cadre démocratique permettrait justement de faire en sorte que quand on veut créer de tels fichiers, quelles sont les règles à suivre, quelles sont les valeurs à suivre. Donc pendant 4 ans, donc de 74 à 78, cette commission elle va réfléchir à ces enjeux-là, elle va publier un rapport qui va aboutir à la création, à la promulgation de la loi informatique et liberté, donc qui est la première loi française de protection des données. Donc vraiment d'avoir cette interrogation sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit protéger les informations personnelles des individus. Et donc la loi est promulguée donc, le 6 janvier 1978, et quelques mois après, c'est la création de la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui va avoir pour rôle de faire en sorte que les données des individus soient protégées et voilà, donc de faire appliquer la conformité à cette nouvelle législation. La CNIL est un organe indépendant, c'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire que son rôle est à la fois de protéger l'individu. Et ce qui est assez intéressant, et pour ça que je raconte cette histoire aussi là, c'est que la CNIL elle est née dans l'idée de protéger l'État de lui-même. Donc voilà, dans un enjeu démocratique, ça a quand même, je trouve, une valeur assez intéressante. Il y a plusieurs points sur lesquels je veux revenir aussi un peu dans le côté années 70, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions à ces moments-là sur ces enjeux-là, et il y a une idéologie libérale dans le sens liberté, pas dans le sens économique, et donc pour utiliser du jargon, qui prône l'autodétermination informationnelle. Grosso modo, ça veut dire que l'individu est censé avoir le contrôle sur le flux des informations qui le concernent. Donc grosso modo, l'individu doit avoir les moyens de s'opposer ou de consentir au traitement de ces données par autrui. Donc on est dans cet enjeu-là.
On est aussi dans des enjeux de valeur un peu plus générales, j'allais dire, mais qui sont liés par exemple un peu aux droits de l'homme, etc. L'article 1er de la loi informatique et liberté est assez symbolique, je trouve, de cette idéologie-là. C'est grosso modo, c'est pas textuellement, mais je pense que j'ai à peu près tous les mots qui vont bien. L'article 1er, c'est l'informatique doit être au service du citoyen. Son développement doit se faire dans un cadre international. Et elle ne doit porter atteinte ni à la dignité humaine ou à l'intégrité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou aux libertés publiques. Voilà, grosso modo, ça pose des bases quand même d'un enjeu démocratique et de valeurs assez intéressantes. Ceci étant dit, on a parlé de l'État. Les flux de données, ils ne concernent pas seulement le régalien, donc le domaine de l'État, ils concernent aussi les entreprises privées. Et c'est elles, ces entreprises, qui vont aussi utiliser des données. D'ailleurs, c'est assez intéressant, si vous regardez les premiers rapports annuels de la CNIL dans les années 80, la première sollicitation de la Commission, c'est pour du démarchage commercial. Grosso modo, il y a des invariants dans l'histoire, voilà, c'est quelque chose qui continue encore à l'heure actuelle, mais voilà, pour dire que c'est aussi pour protéger l'individu contre tous les types de flux, etc. En tout cas, de lui donner des mécanismes, des droits techniques qui vont lui permettre de consentir, de s'opposer, d'avoir le droit à l'information, etc., etc. J'avance rapidement jusqu'à maintenant. Il ne vous aura pas échappé que depuis les années 70, les choses ont quand même pas mal évolué. Internet est passé par là. Donc déjà, ça a changé les fonctionnements. L'informatisation, elle s'est grosso modo terminée. La société fonctionne beaucoup sur le numérique ou de plus en plus sur le numérique. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui ont émergé, des acteurs qui sont transfrontaliers. On a parlé des GAFAM tout à l'heure, mais évidemment, ils ont un rôle majeur dans cette question de captation de l'information. Ce qui est intéressant à noter aussi, je pense, et je pense qu'on y reviendra très rapidement ensuite, mais il y a une certaine porosité qui s'est créée aussi entre l'État et le privé, c'est-à-dire que les scandales que sont Cambridge Analytica ou les révélations d'Edward Snowden dans les années 2010 ont bien montré qu'en fait, il n'y a pas une séparation entre ces grandes plateformes et l'État. Enfin, on sent bien que c'est poreux, que ces flux d'informations, que la captation pour du commerce ou pour de la surveillance montre bien que voilà, la protection des données est toujours un domaine, on va dire, assez pertinent à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je peux te dire de oui, sur le rôle de la CNIL, peut-être dans les autres évolutions qui sont notables, il y a aussi le fait qu'on est passé d'une loi nationale à un cadre harmonisé européen, donc le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Je pense que tout le monde en a entendu parler au moins. On voit bien qu'il y a eu cette évolution et qu'elle n'est pas anodine. Je vais donner deux exemples de ce qui a pu changer entre la loi nationale de 78 et le cadre qu'on connaît actuel, donc avec le RGPD, le niveau européen. Le premier, c'est le critère de ciblage. C'est quelque chose qui a été ajouté. On va dire que grosso modo, la loi informatique et liberté, on retrouve 80% de ce qu'elle dit dedans dans le RGPD. Il y a des choses qui y sont en plus. Il y a le critère de ciblage notamment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise étrangère cible des personnes sur le territoire de l'Union européenne, le RGPD s'applique. Donc là, on arrive sur des questions de droit, mais cette question d'extraterritorialité du droit était une problématique que le RGPD cherche à résoudre en allant chercher les entreprises qui ne sont pas sur son territoire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi le levier des sanctions, qui a été largement augmenté. La loi informatique et liberté avait un plafond de sanctions. Là, le législateur européen et les pays européens ont vraiment cherché à augmenter ce plafond-là pour avoir vraiment quelque chose qui soit dissuasif. Donc voilà, c'est un peu enfin, pour donner des exemples, c'est là le RGPD, on peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise si elle manque à sa conformité. Et après, plus précisément sur le rôle de la CNIL, donc on a parlé effectivement des sanctions. Donc la CNIL a évidemment un rôle répressif, c'est-à-dire qu'elle va recevoir des plaintes, elle a un service de contrôle qui va aller sur place ou qui va faire des contrôles sur documents. Elle a des services de sanctions qui vont faire de l'analyse et qui vont pouvoir poser justement ces sanctions dont parlait Mehdi juste avant. Elle a aussi un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'elle va produire énormément de documentation à destination des différents publics, à destination des responsables de traitement, donc ceux qui vont mettre en place les traitements, donc les entreprises, etc., vraiment afin de les guider et d'avoir quelque chose sur lequel ils puissent se référer et aussi dire qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas à partir du moment où il y a une documentation assez forte et assez
assez précises qui montrent comment les choses sont censées fonctionner. Et il y a évidemment toute la question du grand public, dans lequel on va essayer d'expliquer justement ces droits techniques. C'est pas le droit, nul n'est censé ignorer le droit, mais on sait bien que dans la réalité c'est beaucoup plus complexe. Les droits techniques dont j'ai parlé, c'est le droit d'opposition, le droit à la portabilité, ce genre de choses, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici comprenne vraiment ce que ça veut dire. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'essayer d'expliquer à quoi ça sert et que les personnes puissent s'en saisir. Donc elle a ce rôle de parler au grand public et évidemment à tous les corps intermédiaires qui pourraient outiller ou qui pourraient accompagner justement le grand public ou les entreprises afin qu'ils puissent se mettre en conformité avec la loi et faire en sorte qu'on fasse plus de sanctions parce que tout va bien et qu'on vit dans un monde super. Donc, merci beaucoup Martin. Donc effectivement, on brosse plusieurs décennies. Pour rappeler que le jargon soit bien clair, on a donc la loi informatique et liberté en 78 jusqu'au RGPD, donc le règlement général de la protection des données en 2016. Et peut-être qu'on peut dire de manière un petit peu caricaturale qu'avec la loi informatique et liberté, on cherche à protéger l'État de lui-même. Est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas arrivé plutôt à une situation où le cadre, c'est plutôt de protéger les citoyens des GAFAM et des grandes entreprises, avec un peu un basculement du rôle et des risques perçus. Et on pourrait aller jusqu'à dire, mais là c'est une question un peu rhétorique, est-ce qu'un projet Safari, donc de fichage des citoyens systématique en 2025, il aurait le même retentissement qu'un projet de fichage en 1978, comme le Monde l'a dénoncé? On aura tout le temps de répondre à cette question. C'était pour mettre un petit peu de piment dans la suite de la conversation. Alors je me tourne vers vous, Claire Benoît, là où la CNIL a initialement pour mission donc de protéger le citoyen vis-à-vis de l'État et des entreprises. C'est plutôt vous, en fait, les risques venus de l'étranger que vous essayez de prévenir. Et c'est ça qui est à l'origine, finalement, de la création de Viginum. Alors déjà, je pense qu'on est nombreux ici à vouloir un petit peu en savoir plus sur Viginum, qui est une institution pas si connue que ça du grand public, alors qu'elle mérite de l'être davantage. Et peut-être que vous pouvez, alors tout secret gardé, etc., mais nous en dire un petit peu plus sur des cas récents, comment Viginum a enquêté, sur quoi, qu'est-ce qu'on a trouvé. Merci Mehdi. Écoutez, moi je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui et je remercie l'EHESS de m'avoir conviée à cette table ronde et je suis sûre que les débats seront passionnants. Alors effectivement, donc moi je représente un service qui n'est pas une autorité indépendante, qui n'est pas un média, qui est un service de l'État. Un service de l'État qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Service de l'État qui est aujourd'hui rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui lui-même est un secrétariat rattaché au Premier ministre. Alors pourquoi, il y a 4 ans, l'État a décidé de créer, de se doter d'un service comme le nôtre, donc de ce service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Alors pour cela, il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur et remonter à 2017. 2017, scrutin présidentiel qui, pour la première fois, est percuté par une attaque, qui est une attaque double, en fait, qui va être à la fois... il y aura une dimension cyber avec un vol de données. Donc là, c'est ce qu'on appelle du hacking. Et ces données, donc, qui sont subtilisées dans des mails de l'équipe de campagne du candidat devenu président depuis, une certaine partie, en tout cas, de ces données vont être leakées, diffusées, et certaines sont falsifiées. Et c'est la première fois donc, que la France est ciblée pendant un rendez-vous démocratique par ce type d'attaque. Donc l'État réagit rapidement en se disant il faut peut-être qu'on commence à s'organiser pour faire face finalement à ce type de menace qui cible directement notre démocratie. 2018-2020, l'ensemble des acteurs ministériels vont se mettre autour de la table et échanger sur déjà la définition, quelle est la menace contre laquelle l'État doit s'organiser, contre laquelle l'État doit lutter, répondre.
Mais on n'a pas encore à ce moment-là la volonté, en tout cas, de créer une capacité dédiée. 2020, le Covid passe par là, met à l'épreuve cette organisation interministérielle. Et deuxième choc, ça va être l'attentat de Samuel Paty. Alors, qui n'est pas un assassinat lié à une question de manipulation en ligne, mais plutôt à de la haine en ligne. Néanmoins, cet assassinat va donner lieu à un hommage à la Sorbonne, à l'occasion duquel le président de la République va rappeler de manière très ferme les principes cardinaux de notre démocratie et de notre République, que sont la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et en creux, finalement, le droit de blasphémer. Et ce discours va lui-même déclencher des réactions assez vives de la part de certains chefs d'État. Et ces réactions vont elles-mêmes inspirer une campagne d'une virulence inédite sur les réseaux sociaux, qui va se matérialiser de plusieurs manières, notamment par un appel au boycott des entreprises françaises établies à l'étranger. Et également un procès en islamophobie contre les institutions françaises. Et donc, comme je le disais, à ce moment-là, en 2020, il n'y a pas, dans l'État, d'outils, de capacités pour essayer de comprendre les schémas de propagation de cette campagne sur les réseaux sociaux. Donc, une task force est mise en place. Elle va travailler durant 3 mois à essayer de comprendre, de décortiquer sur les réseaux sociaux finalement ce qui est en train de se passer. Qui sont les acteurs, quelles sont les techniques, quelles sont les méthodes employées par des acteurs étrangers pour alimenter cette campagne. Et fort de ces travaux, la décision est prise en janvier 2021 de créer un service dédié à l'investigation en ligne pour pouvoir analyser ce type de phénomène inauthentique sur les réseaux sociaux. Donc le service voit le jour avec une raison d'être qui est de protéger le débat public numérique contre les ingérences numériques étrangères. Alors on ne parle pas de manipulation de l'information. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, et encore aujourd'hui, finalement, comment est-ce qu'on peut déceler, différencier, distinguer une opinion d'une information manipulée ? Compliqué. Donc on va faire le choix de définir, et ça va être l'un des principes, et c'est, je pense, dans la démocratie qui est la nôtre, on va définir très clairement et de manière tout à fait publique la menace contre laquelle que l'on cherche à mettre au jour. Donc cette ingérence numérique étrangère, elle est définie par des critères qui sont inscrits dans un décret qui est passé entre les mains de la CNIL. Et ça, c'est un gage de transparence. Le public aujourd'hui, les citoyens savent, en tout cas s'ils vont voir ce décret, exactement ce que l'on recherche. Le deuxième principe qui va guider la création du service et qui guide aujourd'hui notre activité, au-delà de la transparence, c'est l'objectivité. Puisqu'en fait, on va chercher à objectiver et à matérialiser cette fameuse menace d'ingérence numérique étrangère, et donc en recueillant sur les réseaux sociaux tous les indices qui vont nous permettre de matérialiser les 4 critères. Je pourrais expliquer les 4 critères après, mais c'est un peu long. Mais ceci, Et ensuite, on a aussi aujourd'hui 2 garde-fous importants dans la démocratie dans laquelle nous sommes, que sont le cadre juridique très strict qui encadre notre activité opérationnelle, à travers donc 2 décrets. Le premier dont j'ai déjà parlé, qui fixe nos missions, qui fixe cette définition de ce que c'est qu'une ingérence numérique étrangère, et un second décret qui nous autorise, après aussi avis de la CNIL, à mettre en place ce qu'on appelle un fichier de traitement automatisé des données à caractère personnel. Puisque pour mettre en lumière la menace d'ingérence numérique étrangère sur les plateformes en ligne, on doit collecter, on n'a pas le choix, on doit collecter des données, des contenus sur les plateformes en ligne. Évidemment, dans ces données, il y a des données à caractère personnel. Et donc, on a aujourd'hui un cadre très strict qui nous est imposé par un décret, un second décret, qui est aussi disponible, que tout citoyen peut aller regarder, consulter, et qui nous fixe en fait très clairement des bornes, que ce soit en fonction, selon le type de données que l'on peut
collectés de manière automatisée. Également des obligations en termes de délai de suppression, enfin de conservation et donc de suppression de ce type de données. Et on est sur quelques mois, on n'est pas sur des années. Et le deuxième garde-fou, je pense, important pour le service qui est le nôtre, c'est l'existence d'un comité éthique et scientifique. Et ce comité éthique, il a été mis en place au moment de la création du service. Et il est composé aujourd'hui de personnalités qualifiées qui ont accès à tous les travaux que nous conduisons. Et ça leur permet en fait de veiller à l'activité, à notre activité, de s'assurer de la conformité de notre activité au regard du droit, en plus des autorités de contrôle, qui sont la CNIL, entre autres. Mais voilà, donc je voulais insister là-dessus et je terminerai quand même par effectivement prendre des exemples d'ingérence numérique étrangère, parce que c'est quand même la mission qui est la nôtre, donc d'essayer de les mettre au jour, en tout cas de détecter et d'analyser donc ces phénomènes en ligne qui vont cibler notre démocratie. Puisque en fait, on va rechercher 4 choses. La première, c'est des phénomènes qui sont de nature à altérer les intérêts fondamentaux de la nation. Première chose, typiquement cibler des élections, chercher à saper la cohésion sociale. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est on va rechercher des phénomènes qui vont consister à diffuser des informations manifestement inexactes ou trompeuses, biaisées, décontextualisées. Le troisième critère, très important, c'est un critère de comportement. On va nous s'attacher à regarder la mise en œuvre, enfin en tout cas la manière dont des acteurs étrangers peuvent utiliser des moyens inauthentiques, artificiels ou automatisés. Par exemple, on va penser à l'usage de bots ou de trolls pour diffuser, amplifier les contenus inexacts ou trompeurs. Et le dernier, c'est un caractère d'extranéité, un critère d'extranéité, puisqu'on ne va regarder que des phénomènes qui impliquent des acteurs étrangers. On ne regarde pas des phénomènes qui pourraient être employés, qui pourraient s'appuyer sur des procédés inauthentiques mis en œuvre par des citoyens français. On ne regarde uniquement les phénomènes donc, qui impliquent des acteurs étrangers. Et du coup, un petit exemple, tu as parlé, Mehdi, au début, des étoiles de David. Les étoiles de David, c'est typiquement une ingérence numérique étrangère que nous avons mise au jour, qui a été dénoncée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, imputée, en tout cas, le ministère a fait un lien avec la Russie. Et nous, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli tous les indices qui permettaient de matérialiser et d'établir, enfin en tout cas de décortiquer, de disséquer la manière dont l'acteur russe a mis en œuvre des moyens inauthentiques pour diffuser et amplifier les photos qui ont été prises des tags apposés sur des murs dans les rues de Paris. Et ces éléments techniques ont appuyé finalement la dénonciation politique, et d'ailleurs ils sont aujourd'hui disponibles en ligne. Et c'est ça, c'est un des exemples en tout cas peut-être les plus parlants, mais on en a d'autres puisqu'aujourd'hui on met en ligne l'ensemble des investigations, enfin pas toutes, mais en tout cas un grand nombre d'investigations que l'on conduit et qui mettent au jour donc ces ingérences numériques étrangères. Nous avons des rapports aujourd'hui tout à fait disponibles sur un site, le site du SGDSN. Je m'arrête là parce que je crois que j'ai déjà un peu dépassé. Non, mais c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Claire. Je trouve que le cas de Virginie est passionnant parce qu'on voit bien comment la mise en place d'un effort de régulation va immédiatement avec des risques. Lié aussi au fait que c'est un travail de régulation qui vient en réaction à des émotions très fortes. On parle d'attentats, on parle d'accusations d'islamophobie. Donc en fait, réagir à ça, c'est déjà à chaud, c'est déjà en soi risqué en quelque sorte. Et on voit, comme tu l'as décrit, le processus de réflexion, de définition de règles, que ça s'est fait vraiment extrêmement progressivement. Alors, est-ce que ça suffit ? On va le voir et pour le voir, peut-être qu'on aura une première réponse avec toi, Valère, en tant que juriste. Qu'est-ce que, en quelque sorte, t'inspire ces mandats ? Alors, la façon dont ils ont été progressivement constitués et la façon dont la Viginum et la CNIL aujourd'hui exercent ces mandats. Et j'irai peut-être un peu plus loin dans ma question en demandant... Est-ce que ça dit quelque chose sur la façon dont l'ensemble de ces acteurs vont se représenter ce que c'est qu'un risque pour la démocratie, un risque pour les libertés ? Et en miroir de ça, est-ce que ça dit quelque chose sur la façon dont le numérique
va vachement impacter notre façon de prendre en charge ces enjeux de liberté, de démocratie. Ça fait beaucoup de questions. Tu saisis, on aura le temps de développer le reste après. Très bien, merci beaucoup. Donc je suis parti pour 3 heures. Merci tout d'abord pour l'invitation. Alors je précise mon profil, je suis juriste avec un focus sur le droit international et sur les droits fondamentaux, donc je m'intéresse particulièrement à la question de la gouvernance et la régulation des réseaux sociaux, et notamment des enjeux de modération, de liberté d'expression. Alors sur le mandat de ces organes et agences, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais peut-être que ce sont des points sur lesquels je pourrais revenir à la faveur de la contextualisation que je vais opérer ici, parce que ce qui ressort de la présentation, des présentations qui ont été faites, c'est qu'il faut des grilles d'analyse, il faut des cadres de lecture, il faut des référentiels précis, et parfois les référentiels sont tellement précis qu'on ne sait pas trop comment les rendre opérationnels, et moi forcément en tant que chercheur, enseignant, membre de la société civile, parfois je me dis mais est-ce que l'on peut absolument opérationnaliser tous ces critères face à des phénomènes qui sont renouvelés en permanence par le numérique. Alors tout d'abord, peut-être un élément de contexte, ou en tout cas une prise de position, c'est que tous ces enjeux-là font écho à des problématiques de préservation de la liberté d'expression, de protection de la vie privée, de protection ou de défense de la démocratie, ou en tout cas de l'intégrité des standards démocratiques, ce qui pour moi ne sont pas des éléments antinomiques ou inconciliables. Protéger la liberté d'expression, ça participe de la consolidation de l'état de droit de la démocratie, protéger la vie privée également, et donc voilà, de mon point de vue, ce sont des enjeux qu'on doit envisager de façon évidemment conciliable et compatible. En tout cas, moi, c'est ce pourquoi j'aurais tendance à militer. L'autre point que je voudrais peut-être mettre en avant, mais vraiment pour poser quelques bases de réflexion, c'est que les référentiels juridiques qui sont mentionnés ici sont principalement des référentiels juridiques de droit français, de droit européen, et on peut aussi les mobiliser de droit international. Ce sont des notions qui sont définies depuis bien avant l'existence d'Internet, le développement des réseaux sociaux. Donc les phénomènes numériques n'ont fait qu'amplifier des problématiques définitionnelles, mais en gros, on se demande depuis des décennies, voire des siècles, ce qu'est la vie privée, ce qu'est une donnée personnelle, la manière dont on peut protéger la liberté d'expression. Donc la loi de 1881 sur les délits de presse interrogeait déjà la question de la propagation de fausses nouvelles, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc la question de la désinformation, elle n'est pas nouvelle, elle est simplement renouvelée. Et de la même façon, les problématiques de liberté d'expression que l'on trouvait traditionnellement dans les médias classiques ou tout simplement dans l'espace public sont aujourd'hui transportées, ou en tout cas reportées dans la sphère numérique, et notamment dans la sphère des réseaux sociaux. Et le point sur lequel je souhaitais insister, parce qu'évidemment je ne pouvais pas parler de tout, c'est la difficulté qu'il y a, il me semble, à définir de façon efficace, adéquate et respectueuse des droits fondamentaux ce qu'est la liberté d'expression en ligne ou hors ligne, ce qu'est la désinformation, et puis de déterminer sur quel référentiel on peut s'appuyer. Et à partir de là, force est de constater que pour ce qui m'intéresse particulièrement, à savoir les réseaux sociaux, on a une espèce d'entrelac, de maillage, de définition qui vont émaner à la fois de la sphère publique et de la sphère privée, de l'ordre juridique français et de l'ordre juridique international, qui parfois vont être complémentaires, et même se superposer, correspondre, et qui parfois vont se retrouver plutôt dans des situations de confrontation, d'incompatibilité. Je vais me limiter à l'exemple de la désinformation, parce que sur la liberté d'expression, voilà, on sait qu'elle est consacrée par une variété d'instruments juridiques, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La désinformation, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en 1880, on avait des éléments sur les fausses nouvelles dès lors qu'elles pouvaient justement troubler la paix publique ou porter atteinte à la dignité ou l'intégrité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Aujourd'hui, interroger ce qu'est la désinformation à l'ère du numérique, c'est de se demander qui est habilité à définir ce qui relève de la désinformation, sur la base de quels critères on considère qu'une information est manipulée, authentique, inauthentique, qu'elle nuit à la réputation d'un individu, qu'elle colporte des éléments fallacieux. Et on pourrait penser que la régulation, la réglementation apportait des solutions. Moi, le sentiment que j'ai, compte tenu du fait que j'analyse ces phénomènes depuis une décennie, c'est qu'on a une véritable multiplication, on a un effet de strate
de qualification de ce qu'est une opération de désinformation. Alors, désinformation en période électorale, on a une loi de 2018 qui encadre la désinformation sur les plateformes numériques, notamment spécifiquement en période électorale. On a la réglementation européenne, notamment le règlement sur les services numériques, qu'on appelle aussi le DSA, Digital Services Act, qui, depuis quelques mois, oblige les plateformes à lutter contre la désinformation, mais sans définir ce qu'est la désinformation, donc charge à la fois pour les autorités de régulation et pour les plateformes de déterminer ce qui relève de la désinformation ou pas. On a vraiment tout un écosystème régulatoire, parfois un peu ad nauseam, qui vient émettre des injonctions destinées à protéger justement certains impératifs, la démocratie, l'intégrité des processus électoraux, en visant certains phénomènes, des comportements qui peuvent être considérés comme susceptibles de désinformer, de nuire, de mal informer éventuellement. Et de ce point de vue-là, moi ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas de façon consensuelle, d'un point de vue juridique, définir des informations parce que les textes ne disent pas la même chose. On a des lignes directrices ou des codes de bonnes pratiques qui sont élaborés à l'échelle française ou européenne pour apporter quelques éléments de clarification. On va s'interroger par exemple sur ce qu'est la désinformation en matière médicale, en matière sanitaire, en matière politique. Donc on va avoir des approches un peu sectorielles. Et d'ailleurs c'est beaucoup plus difficile en général, il me semble, de cibler la désinformation dans des domaines très spécifiques. On va dire, voilà, dans le cadre de la crise sanitaire, la désinformation en matière médicale, c'est la désinformation qui pourrait inciter des individus à utiliser des traitements qui pourraient en fait les mettre en danger. Donc là, on arrive à le faire, mais de façon plus globale, d'un point de vue juridique, on n'a pas d'instrument qui fasse consensus. Et retourner en 1881 nous donne une base de réflexion, mais ne permet pas d'appréhender tous les phénomènes pertinents. Et donc voilà, de ce point de vue-là, il ne faut pas tout attendre du législateur et il ne faut peut-être pas trop lui demander de définir avec beaucoup trop de précision ce qu'est la désinformation, parce qu'on sait que dans certains cas, ça va créer plus de confusion qu'autre chose. On sait également, et on y reviendra peut-être, que dans certains cas, l'idée même de désinformation peut être instrumentalisée par des autorités ou des gouvernements peu respectueux des droits fondamentaux et qui vont justement limiter la capacité des individus à s'exprimer en les accusant de désinformation ou de fake news. C'est malheureusement ce qui se passe depuis quelques années sous l'empire des administrations Trump. Et donc de ce point de vue-là, il faut aussi appréhender la désinformation en assurant la protection de la liberté d'expression. Les restrictions à la liberté d'expression doivent toujours être limitées, prévues par la loi, proportionnées. Et donc de ce point de vue-là, la désinformation ne doit pas être un moyen de museler les individus, comme cela peut être le cas dans différents régimes, y compris peut-être parfois en Europe. Et la dernière difficulté que je voudrais mentionner, très brièvement pour poser peut-être les bases de la discussion, c'est que la sphère publique, le législateur, ne sont plus aujourd'hui les seules entités habilitées à définir des informations. Ici, je fais référence à ce qu'on qualifie de conditions générales d'utilisation ou standards de la communauté. En fait, ce que vous avez peut-être pu constater, si vous avez la curiosité de regarder les conditions générales d'utilisation de certains réseaux sociaux, du groupe Meta, TikTok et autres, c'est que ces plateformes vont définir le type de comportement qu'elles qualifient de désinformation sur la base de standards ou de considérations qui leur sont propres, sur la base de traditions juridiques qui ne sont pas nécessairement celles de la France ou de l'Europe. Voilà, on va avoir des conceptions qui vont être beaucoup plus liées au premier amendement, à la Constitution américaine. Et là, on se retrouve dans une situation, et ce sera, je pense, le mot de la fin pour ne pas être trop long, où il est très difficile de trouver un cadre cohérent de définition des comportements et des discours qui sont autorisés ou pas, parce que les réseaux sociaux, parmi d'autres plateformes, vont chacun, de façon isolée, définir ce qu'ils considèrent comme des désinformations. C'est ce qu'a fait Mark Zuckerberg le 7 janvier 2025, en revenant en arrière sur des informations, sur les contenus haineux. Et aujourd'hui, nous, finalement, les utilisateurs, les locuteurs, les citoyens, nous nous retrouvons confrontés à une prolifération de règles qui parfois vont nous dire que ce que l'on affirme peut relever de la liberté d'expression, que parfois c'est de la désinformation, que parfois c'est de la fake news. Et évidemment, dans ce cas-là, il est difficile d'avoir un peu de prévisibilité sur ce qui est autorisé dans le débat public ou pas.
voilà, pour quelques éléments de contexte. Oui, je comprends. Alors, ça veut dire qu'on se retrouve quand même dans une situation paradoxale où, si on suit ton exposé, effectivement, il ne faut surtout pas tout attendre du législateur, avec de toute façon des textes juridiques qui vont in fine être contradictoires, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, en n'attendant pas tout du législateur, ce risque de laisser le terrain aux plateformes finalement, leur déléguer finalement le problème définitionnel de ce que c'est que le vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Alors peut-être que pour essayer de répondre à cette question, on peut prendre sorte de distance géographique. Moi, je trouve que quand on parle de démocratie, de liberté, j'imagine que quelques personnes seront d'accord avec moi dans la salle, on a souvent l'image de la Russie, de la Chine, où l'information est contrôlée, où les individus ne peuvent plus bouger, etc. Alors, et d'un Occident évidemment beaucoup plus libéral et libéré. Est-ce que la réalité est aussi simple du point de vue du droit existant, du point de vue du travail des institutions? Est-ce que quand on regarde les homologues de Viginum, s'il y en a, les homologues de la CNIL, est-ce que c'est vrai qu'on a des formes de contrôle beaucoup plus serrées dans ces pays-là? Voilà. Qu'est-ce que finalement ce regard, et pas que sur la Russie et la Chine évidemment, si on regarde dans plein d'autres régions du monde, qu'est-ce que cette prise de distance nous dit? Il n'y a pas besoin de traverser les océans pour trouver des atteintes à la liberté d'expression et au standard démocratique. On peut parfois simplement traverser quelques frontières intérieures. Oui, c'est vrai que la Chine et la Russie ont toujours été présentées comme l'alpha et l'oméga de l'instrumentalisation justement de ces règles relatives à la lutte contre la désinformation, souvent mises en œuvre à des fins alléguées de protection de l'ordre public, des standards démocratiques. Ça, c'est un élément de langage qui est très récurrent, de dire voilà, on va censurer le compte de tel utilisateur sur les réseaux sociaux, on va suspendre l'accès à un réseau social parce qu'il est réputé véhiculer de la désinformation. Et oui, il est vrai que c'est ce qui s'est passé en Russie de la fin des années 2010. Hein. Et puis, voilà, certains réseaux sociaux sont bannis sur le territoire parce qu'ils sont accusés justement de véhiculer des idées qui peuvent porter atteinte à l'ordre public. Mais ce n'est évidemment pas l'apanage exclusif de ces deux États. Cette instrumentalisation de l'idée de préservation de l'ordre public, on peut la retrouver dans différentes sphères géographiques, y compris parfois en France. Je pense que, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur la question du blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie, mais qui a donné lieu à tout un contentieux lorsqu'on a pu constater que, aux fins de lutte contre une désinformation, une ingérence étrangère, on pouvait bloquer un réseau social, quels que soient ses mérites, ses défauts sur le territoire français. Tous les juristes se sont levés en disant aujourd'hui en France, on bloque un réseau social, quel qu'il soit, parce qu'on estime qu'il est utilisé pour véhiculer de la désinformation. Voilà, c'était assez problématique. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Et dernière chose, aux États-Unis, je trouve que depuis quelques années, et ce n'est pas uniquement l'apanage de l'administration Trump, on a aussi cette préoccupation de la définition de ce qu'est un discours licite, légitime, acceptable. Je rappelle qu'il y a quelques jours, un présentateur télévisé était suspendu pendant quelques jours par sa chaîne pour avoir porté atteinte, soi-disant, aux intérêts de la société et à l'intégrité et à la sécurité nationale. Donc, la Chine et la Russie sont un peu des exemples topiques et historiques, mais on a tout un dégradé d'atteinte qui se répand sur de nombreux territoires, y compris très proches de nous. Et donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Merci. Alors, la question des acteurs étrangers. En fait, aujourd'hui, pour nous, en tout cas, elle s'aborde sous deux angles. Le premier, c'est qui sont les acteurs qui nous menacent, qui menacent notre démocratie, qui ont arsenalisé l'information grâce à la numérisation de nos sociétés. Les acteurs de la menace aujourd'hui, ils sont nombreux et nous, on regarde partout, en tout cas dès lors qu'on identifie des compétiteurs qui ont l'intention, ou en tout cas qui sont en capacité d'instrumentaliser, d'utiliser les plateformes en ligne, de recourir donc à ce qu'on appelle les fameuses techniques, tactiques et méthodes pour essayer de tromper nos citoyens et atteindre finalement ce principe de libre circulation des idées. Donc je ne vais pas évidemment vous égrener tous les acteurs de la menace. Il y en a un donc, qui est effectivement l'acteur russe, qui est aujourd'hui clairement l'acteur le plus hostile, le plus agressif face à nos intérêts fondamentaux, face à
aux intérêts français, mais au-delà, hein, aux valeurs occidentales, aux valeurs démocratiques, pardon, je vais arrêter de parler de valeurs occidentales, puisqu'effectivement on commence quand même à avoir des dissensions assez nettes, mais en tout cas qui aujourd'hui s'en prend à notre démocratie et à nos démocraties, je le dis au pluriel. L'acteur russe est le plus mature, c'est le plus mature dans ce champ-là. Aujourd'hui, l'acteur russe est en capacité de mettre en œuvre tout un tas de méthodes, d'outils, de moyens, de techniques pour chercher à nous cibler. Et donc nous, notre mission, c'est bien de les exposer, de les expliquer cliniquement. On a aujourd'hui, je crois, à peu près mis au jour 11 modes opératoires, 8 modes opératoires informationnels russes, donc, qui sont conduits, opérés, administrés par la Russie et qui nous ciblent. L'acteur chinois, c'est un peu différent. L'acteur chinois n'est pas aujourd'hui dans une démarche agressive vis-à-vis des intérêts français. Il est plutôt dans une démarche de défense de son propre modèle et de promotion de son propre modèle. Je n'en dirai pas plus, mais l'acteur chinois est quand même aussi assez mature, en tout cas dans le champ numérique, et peut déployer des manœuvres informationnelles nous ciblant. Ça a notamment été le cas lors des Jeux Olympiques, tu l'as rappelé Mehdi, où on a pu détecter, nous, certaines manœuvres impliquant des acteurs pro-chinois. On a d'autres acteurs, plus ou moins matures aujourd'hui dans ce champ-là. Quand on parle d'acteurs, on ne va pas parler, nous, des autorités politiques, puisqu'on n'est pas un service de renseignement, on ne travaille qu'en source ouverte. Donc nous, on n'est pas capable finalement d'identifier le commanditaire, le donneur d'ordre. Est-ce que c'est le Kremlin qui a donné l'ordre de mettre en place une campagne pour cibler les intérêts français ? C'est pas à nous de le faire, il y a des services qui sont là pour le faire. Nous, ce qu'on va objectiver, c'est toutes les composantes proches de la Russie, ou en tout cas pro-russes, ou ayant des liens avec la Russie, qui vont s'organiser pour nous cibler dans le champ informationnel. Je ne m'étendrai pas sur la question des États-Unis, tant qu'aujourd'hui, nous, on ne voit pas en fait, de moyens inauthentiques, de mise en œuvre de procédés inauthentiques. Ça reste un acteur qu'on regarde, mais pour l'instant, en tout cas, que l'on n'aborde pas comme étant un acteur de la menace, quand bien même on a quand même pu identifier quelques acteurs américains s'impliquer, en tout cas, instrumentaliser notre débat public aussi lors des JO, notamment lors de la cérémonie d'ouverture. Et donc ça, c'est du côté des acteurs cibles, les attaquants. Voilà, du côté des homologues potentiels. Alors de l'autre côté, aujourd'hui, il y a clairement une prise de conscience, elle n'est pas récente, mais nos démocraties sont une cible. Et donc, il y a une volonté de mieux se coordonner, de travailler davantage ensemble, en tout cas d'essayer de faire en sorte de pouvoir mieux partager sur l'état de la menace pour mieux se défendre collectivement. Viginum est assez unique aujourd'hui à travers le monde. On a un homologue qui est en Suède, mais depuis 2-3 ans maintenant, on a noué de nombreux dialogues avec les partenaires étrangers au sein de l'Union européenne, mais pas que, au-delà, avec des partenaires asiatiques, avec des membres, avec le Canada, avec l'Australie aussi, pour les accompagner, les aider à renforcer leurs propres capacités techniques et opérationnelles pour lutter contre cette menace. Et évidemment, aujourd'hui, c'est avant tout et surtout au sein de l'Union européenne que nous sommes très actifs, puisque l'ensemble des institutions européennes se sont évidemment saisies de cette menace depuis fort longtemps maintenant. Et donc, tout l'enjeu étant de pouvoir faire en sorte d'harmoniser un peu les pratiques, de faire en sorte qu'il y ait des Viginum-like, en tout cas des services comme le nôtre, avec lesquels on puisse échanger au niveau étatique pour, encore une fois, faire front collectivement, parce que seul, on n'y arrivera pas. Et donc l'objectif, c'est bien de faire front demain tous ensemble. On est déjà engagé avec certains et on a pu faire notamment des dénonciations de campagnes coordonnées avec les Allemands, avec les Polonais, puisque voilà, c'était il y a un an je crois, voilà, où on a fait une dénonciation conjointe avec des partenaires, parce qu'on était ciblés exactement par les mêmes modes opératoires russes. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours, et Viginum est aujourd'hui, en tout cas la France aujourd'hui, fait figure un petit peu de modèle dans ce champ-là.
Et donc du côté de la CNIL, quand on regarde un petit peu à l'étranger, comment est-ce que ça fonctionne? On sait que par exemple aux États-Unis, je crois, quand Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu mise en accès des données des citoyens à toute une petite équipe qui était autour de Musk. Ça avait beaucoup ému un peu toute cette sphère qui s'intéresse à la question des protections des données personnelles. Alors, est-ce que c'est un cas isolé, ou est-ce que c'est paradigmatique de ce qui évolue aussi très rapidement dans certains États au regard des données personnelles? Comment est-ce qu'on peut essayer de tirer des conclusions de tout ça? Alors je vais commencer par du positif d'abord, et après je reviendrai dans le thème en nuançant bien évidemment. Non, sur le côté regarder ce qui se passe à l'étranger et travailler en fait avec nos homologues, il y a déjà 2 points que je voudrais noter. Le premier, c'est que le fait de travailler, enfin, d'avoir un texte harmonisé, un texte unifié, nous a aussi doté en fait de systèmes, de réseaux, de fonctionnement entre différentes autorités de protection des données au niveau européen. Donc on a une assemblée des CNIL européennes dans lesquelles en fait on va discuter des sujets, on va se mettre d'accord sur des lignes directrices pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui vont nous permettre en fait d'asseoir la protection de certains droits, de certaines valeurs, et donc du coup de faire bloc en tant qu'Union européenne. Donc c'est déjà quand même quelque chose qui est assez intéressant, et ça rejoint un peu le côté travailler avec les homologues qui était cité juste avant. Le deuxième, c'est quelque chose qu'on observe aussi un petit peu de manière plus générale sur on va dire la diffusion du droit, etc., et le côté standardisation de ce qui peut être produit au niveau de l'Union européenne. C'est ce qu'on va appeler l'effet Bruxelles, c'est-à-dire en fait comment des législations européennes vont être copiées ou reprises dans d'autres pays pour se mettre sur à peu près un même niveau de sécurité. C'est ce qu'on peut voir notamment au niveau du RGPD, avec des pays qui sont complètement en adéquation avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont des législations qui sont au même niveau de sécurité, sur lequel on va pouvoir avoir des flux d'échange de données qui sont dans un cadre hyper protégé et qui, on va dire, qui protègent les valeurs qui sont les nôtres. Donc il y a par exemple le Japon, il y a la Corée, il y a le Royaume-Uni depuis le Brexit, mais bon, c'est un cas un peu spécifique. Après, c'est là où je vais commencer à nuancer, c'est que c'est pas parce que les législations se mettent au même niveau que dans les faits c'est la même chose. Je vais parler de flux de données, donc on imagine bien qu'il y a des intérêts économiques derrière et que ça peut être on va dire un affichage de dire qu'on est au même niveau de sécurité de protection des données. Donc voilà, il y a un peu cet enjeu-là. Il y a un enjeu d'affichage international, etc., etc. Mais pour vous surprendre, par exemple, la Chine a une législation qui est très proche du RGPD, donc plutôt très protectrice des individus, qui fournit à peu près les mêmes types de droits, etc., etc. La subtilité, c'est que ça ne s'applique qu'aux entreprises privées, et tout ce qui concerne les actions de l'État ne sont pas concernés par le RGPD. C'est quand même un changement qui est évidemment pas anodin. Dans un pays où c'est l'État qui, de toute façon, détient toutes les données sur les individus, en tout cas détient énormément de données, les entreprises privées beaucoup moins, à l'inverse par exemple des États-Unis ou même en Europe, où des grandes entreprises ont énormément de données sur les citoyens et les États peut-être parfois beaucoup moins. Et donc voilà. Et donc effectivement, ça pose des questions dans certains modèles on a beau avoir un modèle protecteur, si on arrive et qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière et qu'on décide de vider de sa substance les garde-fous, de faire des purges au niveau des contre-pouvoirs, etc., ça pose des questions effectivement sur l'effectivité ou en tout cas le temps de résistance que vont pouvoir... le temps de résistance, le temps que ces législations, que ces contre-pouvoirs vont pouvoir durer face à ce type de menace. Donc effectivement, il faut rester attentif sur ces sujets-là. Je trouve que la question des intérêts des entreprises privées est intéressante parce que quand bien même des États ou des gens mandatés par des gouvernements peuvent être à l'origine de formes d'ingérence, par exemple, ça passe très souvent, si ce n'est systématiquement, par des réseaux sociaux privés quand c'est en ligne. Donc très souvent, il me semble que ça a été beaucoup sur TikTok. Comment est-ce qu'on démêle cette question à la fois de se protéger finalement de pouvoir public, de puissance étatique, et en même temps, comment est-ce qu'on redonne aussi une responsabilité, un rôle à des acteurs privés qui, sans forcément avoir un intérêt à ce que ces formes d'ingérence aient lieu, constituent des plateformes de ces espaces d'atteinte à l'intégrité, aux libertés, à la démocratie. Je ne sais pas qui veut se lancer dans cette question fort épineuse. Je veux que tout le monde me regarde. Oui, alors
Sur la question de la protection des données, on avait fait tout un travail autour des civic tech, donc qui était un peu justement ces questions de... je ne vais pas porter de réponse, je vais donner des exemples de pourquoi c'est un enjeu de manière générale. Mais on avait travaillé sur les civic tech qui sont en fait ces outils numériques qui sont censés aider la démocratie, donc renouveler la démocratie avec des nouvelles manières de voter, des nouvelles manières de faire de la participation publique, etc., enfin dans la vie publique et ce genre de choses. Et on avait eu cette réflexion de dire qu'effectivement, enfin, cette réflexion, on a eu ce constat de dire qu'effectivement, des grandes plateformes, notamment par exemple Facebook, sont devenues l'agora de la vie publique. Donc par exemple, toutes les nouvelles d'une communauté, enfin d'une municipalité passaient sur la page Facebook de la ville et n'avaient plus de site dédié, etc. Donc pour avoir les horaires de bus ou je sais pas, voilà ce genre de choses, il fallait passer par Facebook, ce qui effectivement est un enjeu assez important dans le sens où c'est ce que disait Valère. Tous les 6 mois ou toutes les je ne sais pas combien de temps, les CGU changent, les manières de fonctionner changent, l'accès aux données change, ce qui fait que tout ça pose des questions. Et on s'était dit que même si elles faisaient partie du paysage, il ne fallait pas qu'elles soient les seules destinatrices, ou en tout cas les seuls lieux de discussion de la vie publique, et qu'il y avait besoin justement d'ouvrir cette question-là, de en tout cas mieux les contrôler. Déjà le fait qu'elles se conforment à les législations européennes, c'est-à-dire le fait de donner de l'information, d'être loyal, de traiter les données comme il fallait, de donner le choix aux utilisateurs, etc. On pouvait commencer à dire qu'il y avait cette question, enfin, de commencer à les assainir, mais de faire attention à ne pas en faire les seuls lieux de débat et de lien avec la vie publique, en tout cas. En tout cas, c'est un premier élément de réponse. Alors, nous, les plateformes numériques aujourd'hui, on les aborde... C'est un peu schizophrène en fait comme approche parce que la manière dont on les aborde, puisqu'on est c'est à la fois en fait des acteurs centraux dans la lutte contre les manipulations de l'information, puisque c'est elles qui hébergent le débat public, c'est elles qui ont toutes les données, toutes les informations sur les comptes qui vont être à l'origine, en tout cas qui vont constituer du coup une opération, enfin qui vont être utilisées pour une opération d'ingérence numérique étrangère. Voilà, elles détiennent en fait, elles ont toute la boîte noire à laquelle nous n'avons pas accès. Donc on a besoin de collaborer avec elles. Nous, aujourd'hui, le service que je représente a besoin de collaborer avec les plateformes. Mais du coup, on les appréhende aussi comme des acteurs à part entière de la menace. Justement parce qu'elles ne font pas, enfin, en tout cas, elles ne participent pas suffisamment, en tout cas, elles contribuent, pour certaines, en n'agissant pas, à finalement diffuser et amplifier les ingérences numériques et étrangères contre lesquelles on lutte. Donc voilà, nous on marche vraiment sur ces deux jambes avec elles. C'est assez ambivalent aussi, puisque du coup on cherche à les engager dans une collaboration un peu opérationnelle. Alors ça fonctionne avec certaines, beaucoup moins avec d'autres. C'est des dialogues très très asymétriques. Elles nous octroient certains accès à ce qu'on appelle les API, les interfaces, ce qui permet en fait de collecter des données sur leur surface, parce qu'elles y sont tenues par le fameux règlement européen que Valère a déjà évoqué. Mais à côté de ça, voilà, ça reste extrêmement insuffisant, en tout cas pour remplir la mission qui est la nôtre. Et finalement, il y a un débat aujourd'hui auquel c'est pas à nous de répondre, et c'est peut-être aux législateurs ou aux juristes de répondre, qui est jusqu'alors les plateformes hébergeaient le débat public numérique, mais aujourd'hui on a des plateformes qui en fait le créent, ce débat public numérique, en tout cas qui y participent. Et donc finalement ce passage de ce statut d'hébergeur à ce statut d'éditeur de l'information se pose. Voilà, évidemment, ça ne nous appartient pas de répondre, mais je pense que c'est une question très intéressante aujourd'hui pour les juristes et pour les législateurs. Je regarde l'heure pour ne pas partir trop longuement là-dessus. Alors oui, c'est une réflexion que l'on a sur la nécessité de revoir un peu le statut juridique des plateformes qui ont de longue date bénéficié d'une immunité juridique compte tenu du fait qu'elles étaient considérées simplement comme des tuyaux. Et c'est que finalement elles ne créaient pas les contenus, elles se contentaient de les laisser circuler.
Et lorsqu'on voit la manière dont certaines plateformes ont pu être employées ces 2-3 dernières années, je pense notamment à X, qui est devenu littéralement un outil de communication massive de Elon Musk, qui a organisé des entretiens notamment avec la leader du parti AfD en Allemagne. On commence à se dire que c'est compliqué de considérer que la plateforme de réseau social est uniquement un hébergeur et pas un éditeur de contenu, voire commence à se comporter comme un média. Pour répondre à ta question, peut-être qu'il faut rappeler un terme que je ne sais pas si on l'a mentionné, c'est l'idée d'autorégulation. Et en fait, ça explique un peu le rapport auquel que l'on entretient désormais avec les réseaux sociaux, et tu en as donné une illustration. Le règlement sur les services numériques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, établit un constat, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, à l'instar d'autres plateformes numériques, disposent d'un contrôle technique sur les services qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont les seuls en mesure de procéder à ce qu'on qualifie de modération des contenus. Maintenir des contenus en ligne, les supprimer, dégrader leur visibilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle le législateur, à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, a élaboré cet instrument, le DSA, le Règlement sur les services numériques, dont le principe, en substance, est de dire aux plateformes « Et vous avez créé des écosystèmes gigantesques, vous rassemblez des volumes d'utilisateurs qui représentent parfois plus de 10% de la population européenne, vous devez assumer les responsabilités qui vont avec le fait d'avoir créé ces espaces massifs de discussion et potentiellement de comportements préjudiciables. Et donc, on va vous demander de nous rendre des comptes sur la manière dont vous mettez en œuvre les grands principes, les standards, les obligations qui figurent dans le droit français et dans le droit européen. Donc en fait, oui, il y a une forme d'habilitation ou de délégation juridique complètement assumée aux plateformes. On leur laisse une petite marge de manœuvre contractuelle, c'est l'article 14 du DSA qui laisse aux plateformes la possibilité de définir ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé sur leur service, mais la limite, c'est finalement les droits fondamentaux, les discours haineux et autres. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, on a... parfois certains vont écrire ou dire c'est une forme de résignation, alors peut-être, mais c'est tout simplement reconnaître que ces plateformes ont créé des écosystèmes tels qu'elles sont les seules en mesure de les contrôler au quotidien et que finalement c'est à elles qu'il revient de mobiliser les ressources humaines et pas que, matérielles et financières pour mettre en œuvre leurs obligations. Ça marche lorsque les plateformes collaborent et sont de bonne volonté. Lorsque les plateformes retournent leur veste du jour au lendemain pour des raisons d'ordre idéologique ou politique, typiquement X depuis l'acquisition par Elon Musk ou Meta depuis l'accession à la Maison-Blanche de Donald Trump, on voit tout d'un coup une volonté nette de ne plus collaborer avec les autorités et de ne plus respecter les obligations qui sont prévues par les droits. Et ce que nous disent Musk et Zuckerberg depuis quelques mois ou un an et quelques, c'est concrètement votre droit il est liberticide, il va à l'encontre du premier amendement, on bénéficie désormais de la protection de l'administration américaine, on va peut-être pas mettre en œuvre les obligations juridiques, sanctionnez-nous si vous voulez, peut-être que notre président adoptera des droits de douane pour vous dissuader de mettre en œuvre les sanctions. C'est un peu ce qu'on observe malheureusement depuis quelques semaines ou quelques mois. Et je crois que tu fais réagir Martin. Vous m'entendez ? Oui. Non, juste un petit point pour... j'essaie de garder du positif aussi. Il y a un point, en écoutant Valère, un truc que je trouve quand même assez intéressant, c'est que le DSA, c'est tout neuf. C'est vraiment tout récent. Et Le Digital Services Act. Oui, pardon. C'est pas moi qui l'ai prononcé pour la première fois. Le RGPD a fait... neuf aussi, mais un peu plus vieux, et fait figure un peu de... Il allait essuyer des plâtres, etc. Et là, il y a tout un nouveau paquet législatif qui vient d'arriver, donc notamment avec ce nouveau texte. Il est tout récent. Il s'est un peu inspiré du fonctionnement aussi du RGPD, donc au niveau de l'Union européenne, avec des référents nationaux, enfin des coordinateurs nationaux. Alors en l'occurrence, c'est l'ARCOM, donc les régulateurs des médias, etc., qui a récupéré ces enjeux-là. Il y aura un réseau d'acteurs aussi européens, donc ils discuteront au niveau européen, etc., etc. Donc il faut se dire que là, on en est au début, qu'effectivement, ça tombe
tout ce paquet législatif sur le numérique au niveau européen tombe au même moment que les négociations avec Donald Trump, et donc on voit que ça peut devenir une variable d'ajustement, ce qui est potentiellement problématique, mais c'est tout neuf, ça va se mettre en place, les choses commencent à venir petit à petit. Il y a aussi un pouvoir de sanction, comme tu disais. Donc voilà, il y a un peu... Voilà. Enfin, mon message positif, c'est wait and see, donc c'est pas forcément hyper positif, mais voilà, de se dire que c'est des choses qui sont en train de se faire à l'heure actuelle, quoi. Si je peux me permettre, un élément aujourd'hui, nous, sur lequel on appuie et qui est aussi qui donne des résultats assez positifs, c'est le caractère inauthentique. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité des plateformes interdisent la création de faux comptes. De comptes inauthentiques. Dans la mesure où notre mission, c'est justement de travailler à identifier ces réseaux de faux comptes, donc ces comportements inauthentiques, en dénonçant et en documentant dans des rapports publics la manière dont les services des plateformes sont détournés par des acteurs malveillants, grâce notamment en créant des réseaux, des galaxies de faux comptes pour chercher à déstabiliser notre démocratie. Il s'avère que ces dénonciations, en tout cas le fait d'exposer le fait que finalement les plateformes n'agissent pas suffisamment, en tout cas ne prennent pas les mesures de modération adéquates, et que finalement elles laissent des comportements contrevenants à leurs propres conditions générales d'utilisation, permet, en tout cas, les oblige aujourd'hui à agir. Et notamment, nous, on a constaté que dès qu'on dénonce dans des rapports publics ces réseaux de faux comptes, que ce soit sur X, Meta ou autre, eh ben, en général, on constate quelques jours ou quelques semaines plus tard que ces réseaux sont tombés. Que donc la plateforme a pris des actions de modération. Alors finalement, on fait un peu le boulot à leur place. Mais voilà, en tout cas, ça porte ses fruits. Et toute la difficulté aussi, c'est qu'effectivement, ce fameux DSA, ce règlement, donc les oblige à prendre des mesures, à mettre en place les moyens adéquats pour réduire ce qu'on appelle donc le risque systémique, notamment posé par la désinformation. Mais on est sur la désinformation, comme Valère l'a très bien expliqué, n'est pas définie, contrairement au contenu illicite, où là c'est assez clair, en tout cas c'est aujourd'hui bien circonscrit. Là, la désinformation, c'est très flou. Et donc nous, on ne va pas, par exemple, signaler des contenus de désinformation aux plateformes, parce qu'elles vont nous dire, ben non, mais en fait, ça, c'est pas contrevenant. Donc, encore une fois, on va vraiment insister et mettre en lumière, pointer du doigt le fait qu'elles laissent circuler sur leur réseau, sur leur service, des comptes inauthentiques. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est aujourd'hui presque en fait un moyen de pression, et c'est aussi une manière de contribuer à la régulation des plateformes. Donc, il n'y a pas de temps de délégation aux plateformes. Si Viginum fait le travail des plateformes, en fait... l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Je plaisante évidemment. Alors, moi, ce que je trouve quand même passionnant sur ces enjeux-là, c'est de voir que le droit, qui est quand même une discipline qu'on présente comme souvent très abstraite, très distante des situations, là, on voit bien comment se fait la fabrique du droit. Et vu qu'on est un événement organisé par le HESS, à tous les masterants ou doctorantes qui veulent travailler sur ces enjeux, il y a un fabuleux sujet de sociologie du droit, de sociologie des controverses aussi, parce qu'on voit pour tous les cas qu'on a évoqués que le droit se fabrique suite à des événements, des situations où la population, les gouvernements sont choqués ou en tout cas étonnés par un fait. Et on voit comment tout ça est processuel, comment il faut mettre des acteurs d'accord, puis après mettre des techniques qui permettent de répondre à ce sur quoi les acteurs sont d'accord. Donc c'est un vrai travail, et toute une société des groupes d'acteurs qui se mettent en mouvement pour faire fonctionner tout ça. Et je trouve l'enjeu même analytiquement extrêmement passionnant. Alors, cela étant dit, je voudrais qu'on continue pour une dernière question, et après on ouvrira la parole à la salle, donc préparez vos questions. Continuer à aller vers le moins abstrait encore, puisque là, depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de régulation, de choses très macro, d'acteurs qu'on ne va jamais véritablement toucher au quotidien. Et je crois que
pour moi, et je pense peut-être pour pas mal de gens dans la salle, il y a cette question de quelles sont les prises citoyennes sur ces enjeux. Et alors, je ne vais pas jouer le coup du quel est l'équivalent du pipi dans la douche sur les enjeux de démocratie et de liberté numérique, mais qu'est-ce que concrètement on peut faire en tant que citoyen du point de vue des ingérences, des données personnelles et de manière générale l'ensemble de ce que nous permet de faire le droit et le cadre juridique. Est-ce que, en tant que citoyen, on a un rôle critique, on a des leviers, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et très bref, comme ça on aura du temps pour les questions à la salle. Qui parle. Alors, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante déjà pour les citoyens, c'est d'être conscient que cette menace existe. C'est pas juste un truc affabulé. Non, elle existe. Aujourd'hui, elle est prégnante au quotidien, pas uniquement dans le cadre des processus électoraux. Aujourd'hui, les ingérences numériques étrangères, c'est un phénomène qui parcourt tout notre débat public. Tout sujet d'actualité aujourd'hui un peu clivant peut être instrumentalisé par des acteurs étrangers. Et ça, juste déjà en être conscient, c'est déjà une action en soi. Pourquoi ? Parce que finalement, ça permet aux citoyens, à l'utilisateur des réseaux sociaux, que vous êtes tous, que nous sommes tous, d'avoir finalement cette petite alerte, ou en tout cas cette petite ampoule qui se dit, ouais, bon, mais quand je suis en ligne, quand je parcours, quand je regarde, quand je m'informe, je vais quand même faire attention à certaines choses, m'assurer. Alors, c'est là où je ne vais peut-être pas rentrer parce que du coup ça va être trop long, dans les conseils que l'on prodigue, mais nous en fait on communique aujourd'hui beaucoup, de plus en plus, pour expliquer quels sont les modes opératoires et on recommande quels sont les bons conseils pour éviter de tomber dans le panneau, ou en tout cas éviter de se faire de croire, ou en tout cas d'éviter enfin pas croire parce qu'on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut croire ou pas, mais en tout cas que vous puissiez avoir vous-même en fait les réflexes quand par exemple vous allez tomber sur un article, un communiqué de presse du Quai d'Orsay qui vous annonce que la France va mettre en place une taxe pour financer l'accueil des réfugiés ukrainiens. Qui a vraiment été... qui est un cas concret, je prends. Eh bien, bon, vous vous dites, c'est quand même... ok, la France fait ça, d'accord. Mais alors, du coup, si vous regardez l'URL juste en haut, vous savez, dans la barre, et là, vous regardez qu'en fait, le nom de l'URL, c'est pas diplomatie.gouv.fr, c'est diplomatie.gouv.fm. Et qu'en fait, là, vous êtes clairement face à ce qu'on appelle du typo-squatting, qui est une technique très employée par les Russes aujourd'hui pour essayer de tromper les utilisateurs, les utilisateurs en ligne. Ils ciblent aussi comme ça tous les médias. Il y a beaucoup de médias français, pas que européens, qui ont été usurpés. Donc, vous pouviez tomber sur un article du Parisien qui, j'ai plus l'exemple du Parisien, mais en tout cas avec un article complètement fallacieux qui était évidemment, qui visait à discréditer le soutien de la France à l'Ukraine. Et pareil, de la même manière, si vous regardiez dans l'URL, c'était pas le parisien.fr, c'était le parisien LTD, je sais plus. Donc voilà, ça c'est des techniques aujourd'hui qui sont employées, sur lesquelles nous on communique pour essayer justement de sensibiliser le public à ces nouvelles techniques employées par les acteurs de la menace pour essayer de vous tromper, de nous tromper et in fine de cibler, enfin en tout cas de perturber, déstabiliser notre débat public numérique. Voilà, je pourrais donc, passer des heures sur la partie conseil. Donc. Avoir en quelque sorte ces réflexes numériques. Valère, Martin, avant de passer le micro à la salle, est-ce que vous avez des recommandations pareilles de manière brève ? Très brièvement, je vais faire un mélange de ce qui est déjà fait par les citoyens et citoyennes et ce qu'on peut renforcer. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être mentionné, la distance critique, il y a des choses que l'on peut déceler simplement en prenant le temps de regarder la source. Alors on dit toujours, voilà, le message envoyé sur la boucle WhatsApp par tonton ou par tata, il faut toujours douter 3 fois parce que... Mais bon, la distance critique, elle est vraiment décisive et cruciale et je pense qu'il faut accompagner vos proches sur ces points-là. Où tu as trouvé cette information, qui te l'a envoyé, est-ce que tu as cliqué et lu le contenu ? Ça peut déjà être un point de départ. Je pense que l'on peut contribuer aussi
par différents procédés à renforcer la transparence de l'activité des plateformes, parce que c'est ça qui fait souvent défaut. Lorsque vous voyez des comportements qui sont problématiques, il y a des leviers, il faut les signaler aux plateformes. Si les plateformes ne réagissent pas, il y a différents interlocuteurs qui parfois sont représentés ici et qui sont là aussi pour répondre, pour réagir. Il existe déjà des associations, organisations de la société civile qui se candidates pour devenir ce qu'on appelle des signaleurs de confiance et qui sont prêts à mobiliser des moyens pour signaler de façon prioritaire aux plateformes des contenus qui portent atteinte à certains intérêts, à certaines communautés. Et donc voilà, on peut s'engager dans ces associations. Voilà, ça va être e-enfance en matière de lutte contre le cyberharcèlement, la pédopornographie et autres. Donc voilà, il y a des choses qui sont déjà mises en place. Et puis peut-être la dernière chose, parce que le débat TikTok des derniers jours montre qu'on a beaucoup soulevé la question de est-ce qu'il ne faut pas légiférer davantage, plus de lois, plus de réglementation. Parfois, il faut simplement mieux accompagner et se donner les moyens d'accompagner et sans déplacer la responsabilité sur les familles, parce que je pense que c'est une mauvaise approche. Voilà, ne pas hésiter à poser la question aux jeunes utilisateurs et utilisatrices dans votre entourage. Voilà, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Combien de temps tu y passes? Est-ce que tu vois des choses bizarres? Parce que vous seriez surpris du nombre de découvertes un peu scabreuses que l'on fait quand on pose la question à nos étudiants. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont choqué ces derniers jours sur un réseau social? Et ils nous disent oui. Est-ce que vous en avez parlé avec vos familles? Non. Voilà, donc posez ces questions et c'est déjà un bon point de départ, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Oui, juste très rapidement aussi pour dire que je suis d'accord avec déjà tout ça, que la CNIL essaye vraiment d'outiller le plus possible le grand public. Notre site internet, il y a plein de choses dessus. On a une direction des relations avec le public. On a un standard téléphonique que vous pouvez appeler si vous avez des questions. Déposez plainte auprès de nous. Les services ne seront pas contents que j'ai dit ça, mais grosso modo, utilisez vos droits. C'est un peu aussi ce pourquoi on est là et qu'on parle de ces sujets-là. Et également, sachez qu'on a bien conscience que tout ne repose pas sur l'individu et que c'est notre rôle et c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des corps intermédiaires de aussi nous faire remonter ce genre de choses. D'ailleurs, les plus gros recours qu'on a eus contre les GAFAM, contre ce genre de choses, émanent de militants, d'associations, de la société civile. Et donc voilà, on prend tout ça, nous, en compte et on essaye de faire au mieux, en tout cas pour vous accompagner les responsables de traitement, mais aussi le grand public et tous les acteurs en fait, qui permettent d'aller vers un monde meilleur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je vois quelques mains qui se lèvent. Oui, quelques mains qui se lèvent. Merci. Moi, deux choses. Déjà, les fiches de la CNIL, elles sont super. Non, mais c'est vrai, genre, elles sont Merci. rigolotes et très claires, ce qui est bien. Moi, j'ai une question. Il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, qui est la loi, je crois, de 2018 sur les fake news, et qui met dans les fake news des vraies informations qui sont protégées par le secret des affaires et secret défense. Donc, par exemple, si on explique dans le cadre d'éducation aux médias et à l'information à des élèves qu'il y avait des vraies informations qui sont considérées comme des fausses informations par cette loi-là, déjà, donc ils vont nous demander, ils nous demandent comment on peut savoir que des fausses informations ne sont pas des vraies informations protégées, voilà. Et pour moi, cette loi, elle a complexifié en fait le fait qu'est-ce qu'est une information, puisque sont considérées comme de fausses informations, de véritables informations, simplement parce qu'il faut les protéger. Donc en termes de droit, il faut protéger des éléments en termes de droit. Excellente question, je pense. Qui est-ce qui veut se lancer? Je veux bien, j'ai pas la loi sous les yeux, mais effectivement, je me souviens qu'il y a des catégories qui sont un peu floues. Alors, il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait, c'est une loi qui a vocation à s'appliquer dans le contexte spécifique qui est celui des campagnes électorales. Et donc, cette loi qui comporte des défauts mélange des éléments liés à la lutte contre la désinformation en période électorale et certaines prescriptions qui s'imposent aux citoyens, aux partis politiques, sur le fait de ne plus communiquer sur certains éléments. Ça, c'est très clairement une faiblesse de la loi de 2018. Son périmètre est pas clair. Donc après, il appartient à certaines autorités de régulation, notamment la CNCCEP, qui est la Commission nationale de contrôle des campagnes électorales et autres, d'apprécier au cas par cas
les violations observées. J'ai pas vu, sous votre contrôle, j'ai pas vu de sanctions contre des citoyens qui auraient diffusé des informations avérées parce qu'elles auraient été protégées, mais c'est sans doute justement pour pallier le manque de précision ou plutôt le caractère un peu contradictoire de la loi. Donc je ne sais plus comment c'est formulé de ce point de vue-là, mais ça ne me surprendrait pas effectivement parce que la loi de 2018, c'est... Oui ? Oui, je pensais que tu avais un point de précision. Mais voilà, en tout cas, sans avoir de dispositif précis sous les yeux, il y a un problème de périmètre dans cette loi qui a été soulevé à plusieurs reprises par les juristes et elle sera sans doute amendée, un de ces quatre. Peut-être une petite précision sur cette loi de 2018, parce qu'effectivement, nous, ça a été quand même aussi un jalon important dans la prise de conscience du législateur. Donc effectivement, cette loi est assez imparfaite. Elle a évolué d'ailleurs depuis. Elle a été amendée par la loi d'application du règlement européen. En tout cas, dans le champ qui est le nôtre aujourd'hui, cette loi, elle a créé deux choses. La première chose, c'est effectivement de tenter de définir ce que c'est qu'une fausse information, une manipulation de l'information qui n'est pas une fausse information. Et en fait, elle a créé deux critères. Le premier, c'est un critère de contenu. Donc, effectivement, on est sur des imputations et ou allégations de faits manifestement inexacts ou trompeurs. Voilà, critère qui a été repris dans notre décret. Mais alors, avec toute la difficulté que ça comporte, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les acteurs de la menace ne créent pas du faux, de plus en plus instrumentalisent du vrai. Bon, voilà. Et le deuxième critère que pose cette loi, c'est le comportement, donc justement le recours à des moyens artificiels automatisés, massifs et délibérés. Et pourquoi en fait cette loi crée ces deux critères, en tout cas pose ces deux premiers critères, c'est dans le cadre en fait de la mise en place d'un référé suspension qui s'applique effectivement uniquement en période électorale, donc durant la campagne électorale, qui permet aux juges, en tout cas qui permet à tout individu ayant intérêt à agir, de saisir le juge parce qu'il considère être ciblé justement par une manipulation de l'information, donc sur la base des deux critères que je viens de citer. Et le juge peut en 48 heures, parce qu'on est sur un référé suspension, le juge peut en 48 heures ordonner, ou en tout cas demander aux plateformes de prendre toutes les mesures adéquates pour faire cesser, ou en tout cas réduire la fausse information, la manipulation de l'information. Voilà. Mais c'est très imparfait et c'est aussi ce qu'on a constaté, nous, quand le service a été créé durant les mois qu'on a consacrés donc, à la définition de l'ingérence numérique étrangère. On n'a pas voulu reprendre précisément cette définition-là parce qu'elle était imparfaite. Oui, on vous entend. On m'entend. Je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un pays de l'Union européenne puisse annuler les résultats d'une élection au motif qu'il y aurait eu ingérence étrangère? Après tout, on peut considérer qu'en démocratie, le citoyen s'expose librement à toutes les sources d'informations qu'il veut, quel que soit le support, quelle que soit l'origine géographique de l'auteur, quel que soit le degré de véracité des faits, et puis ensuite il formule dans l'isoloir son choix, librement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en faisant cela, de s'ériger en ministère de la vérité? Merci pour cette question très intéressante. Vous avez prononcé le mot ministère de la vérité. Alors, le cas roumain est un cas très particulier. Moi, je ne me prononcerai que sous l'angle, du point de vue évidemment du service, puisque le service a travaillé sur ce cas-là, a posteriori. Donc, je ne me prononcerai pas sur l'opportunité ou pas, ou en tout cas sur la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision inédite. C'est la première fois qu'une Cour constitutionnelle annule les résultats d'une élection dans un pays européen. Enfin, bon, même je crois, en tout cas européen sûr. Ce qui a été mis en avant, c'est effectivement le fait qu'il y ait eu manipulation du scrutin, qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité du scrutin, atteinte à la sincérité de la campagne, par deux moyens sur lesquels...
oui, notamment 2 modes opératoires sur lesquels nous on a travaillé a posteriori. On a un rapport qui est d'ailleurs public aussi, si vous souhaitez jeter un coup d'œil, qui en fait sont à la fois en fait la manière dont l'algorithme de TikTok a été manipulé. On est sur une manipulation de l'algorithme de TikTok pour faire monter en visibilité la campagne d'un candidat qui était, je crois, au départ, partait avec 1% des votes, qui a terminé, je crois, avec 15% en faisant une campagne uniquement sur le réseau social TikTok. Donc, ça, c'est tout à fait légal. Enfin, en tout cas, je pense qu'il avait tout à fait le droit. On peut rappeler la technique de manipulation? Oui, donc en fait, ils ont manipulé, alors très concrètement, je ne suis pas technicienne, non mais en gros, ils ont créé des comptes, plein de comptes, qui se sont exprimés en faveur du candidat, avec des systèmes de commentaires qui permettaient d'amplifier du coup les contenus de ce candidat-là. Et donc en fait, mais ça c'est vraiment la boîte noire du coup de l'algorithme de TikTok qui permettait donc qui a été complètement instrumentalisé à des fins pour essayer pour en tout cas gagner une visibilité que les contenus soutenant ce candidat n'auraient pas eu par ailleurs en utilisant des méthodes tout à fait loyales de propagande électorale. On a tous. Voilà. L'autre méthode qui a été employée, l'autre mode opératoire qui a été décortiqué et en tout cas qui a fondé a priori la décision de la Cour constitutionnelle, c'est l'instrumentalisation d'influenceurs. Donc le recours à des influenceurs qui ne savaient pas, qui ont été payés pour promouvoir un candidat et qui ne savaient pas qui étaient les commanditaires, qui ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils étaient rémunérés et pourquoi est-ce qu'ils devaient déposer, en tout cas relayer les narratifs et les contenus pour lesquels ils ont été payés. Voilà, donc ça c'est des méthodes, c'est vraiment ce qu'on appelle des techniques ou des méthodes qui sont inauthentiques et qui ont visiblement en tout cas fondé la décision. Encore une fois, moi je ne peux pas m'exprimer sur l'opportunité et sur la légalité de la décision qui a été prise. Par exemple, nous, on n'a pas été en mesure de confirmer ou pas qu'il y a eu ingérence numérique étrangère dans ce scrutin, puisque c'est pas notre mission que de protéger les scrutins électoraux des partenaires étrangers. Mais voilà, je m'arrêterai là. Et peut-être si je termine quand même là-dessus. Ces 2 techniques, ces 2 modes opératoires qui ont été employés, pourquoi est-ce qu'on a travaillé dessus? Parce que en fait, c'était à des fins d'anticipation. On s'est dit que possiblement ces méthodes pourraient être transposées dans le cas, à l'occasion d'un scrutin électoral en France. Et donc il était important aussi que le grand public, justement à la lecture de notre rapport, soit informé de l'existence de ce type de méthode et y prête peut-être plus attention, en tout cas soit peut-être plus attentif pour les scrutins qui nous attendent dans les prochains mois et prochaines années. Valère, si tu as un complément de réponse. Alors oui, beaucoup de choses ont déjà été dites effectivement sur la question de la... alors, tout ceci, ce sont les sources du renseignement roumain, et donc voilà, ce sont des éléments qui ont alimenté l'investigation qui a été menée dans l'ordre juridique roumain, qui fait mention notamment de rémunération peut-être à hauteur de 360 000 € d'influenceurs en plus du recours à des bots. Et donc ce qui est mis en avant, c'est l'atteinte à la sincérité, à l'intégrité du scrutin. Et donc c'est une décision qui a été prise sur la base de considérations strictement nationales, et donc de ce point de vue-là, on n'a pas suffisamment d'éléments. Moi, du point de vue du droit comparé, je voyais des choses, mais qui étaient des sources institutionnelles d'un droit que je ne maîtrise pas. Donc c'est vrai que sur l'opportunité, c'est difficile de juger, mais ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène assez inédit, à savoir la remise en cause de l'issue d'un scrutin en raison d'opérations menées sur un réseau social. Et ça va au-delà du précédent de Cambridge Analytica. Et donc, évidemment, ça suscite la plus grande vigilance. Ce que je trouve intéressant, c'est peut-être les suites, à savoir que la Commission européenne, en 2024, à l'instar de nombreuses autres autorités par le monde, avait demandé aux plateformes la plus grande vigilance pour la fameuse Big Election Year. Donc c'était l'année durant laquelle il y avait le plus d'élections nationales organisées par le monde. Et donc les plateformes avaient été invitées fermement à prendre des mesures renforcées de protection. Donc TikTok s'était engagé justement à prendre
toutes les mesures nécessaires pour protéger les scrutins du monde entier. Et donc s'est retrouvé dans une situation extrêmement inconfortable lorsqu'il a été prouvé, en tout cas lorsqu'il a été établi que cette élection avait été manipulée par le biais de la plateforme. Et sur cette base, la Commission européenne a exigé de TikTok qu'il conserve tous les éléments, données, informations relatives aux élections organisées sur le territoire européen pendant une période d'à peu près pour toutes les élections organisées jusqu'en mars 2025. Donc en gros, ce qui a été dit à TikTok, c'est bon, vous avez été défaillant. On sait maintenant que ça peut arriver. Donc on commence à douter de l'intégrité d'autres élections qui ont pu être organisées. Donc dans le doute, pour que les États membres puissent, le cas échéant, vous poser des questions, vous êtes priés de conserver toutes les données d'investigation pertinentes qui pourraient atterrir sous votre coude jusqu'en mars 2025, ce qui permettra a posteriori de vérifier que d'autres élections n'ont pas pu être altérées du fait de vos défaillances. Et ça, c'est très intéressant de voir ce qu'il en sera fait dans les mois qui viennent, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore trop quelles seront les suites. Un tout petit élément de précision qui est quand même important, je pense, c'est que parmi les contenus qui étaient diffusés et amplifiés par ces faux comptes TikTok, il y avait de la publicité politique qui n'était pas taguée comme telle, qui n'était pas déclarée comme telle. Ça, c'est strictement interdit. Voilà. Voilà, en tout cas, avec ce cas, on voit bien la limite dans le travail de délégation et ces allers-retours entre délégation et reprise peut-être en main du contrôle par des institutions publiques. Je crois. Est-ce qu'on a du temps pour encore une ou deux questions? Je ne sais pas qui est le grand arbitre de cette salle, mais non. Il y a une petite question de madame qui a commencé à parler. Ça passe? On n'a vraiment plus le temps. Non? Bon, je suis navré, on n'a pu faire que deux questions, mais je crois que les questions et les réponses étaient très intéressantes. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde et bonne continuation de festival. Merci beaucoup.